Les conditions météo printanières ont causé un éboulement spectaculaire du côté de Lévis. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Bon jeudi, pardon, je me trompe de jour de la semaine, ça part bien. Bon jeudi. C'est un moins bon jeudi pour certaines personnes. Des images spectaculaires dont vous avez vu un petit aperçu il y a quelques instants, un éboulement à Lévis. Félix-Antoine Audet qui est sur place, on le joint à l'instant. Félix, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vais dire comme toi, Jean-Simon, des images impressionnantes et spectaculaires ici à Lévis, sur la rue Saint-Laurent. C'est arrivé aux alentours de 17h hier, là, que la Ville du Moins a reçu un appel de la part d'un citoyen. Je vous laisse voir derrière moi cet éboulement de la falaise de la rue Saint-Laurent directement sur une propriété. Même une terrasse là, qui a été, on peut voir, bien endommagée. Finition extérieure aussi. La Ville qui était présente aujourd'hui pour notamment installer, vous pouvez voir, là, les blocs de béton afin de s'assurer de protéger la circulation, que ça ne continue pas de débouler dans la rue notamment. Et on a pu parler un peu aux propriétaires, mais avant toute chose, je vous laisse entendre la Ville là, qui nous parle des mesures de sécurité qu'ils ont voulu prendre, du moins pour les résidents. Rapidement, nous, on a par mesure préventive recommandé l'évacuation des citoyens. Par contre, les citoyens ont décidé de demeurer sur place. Il faut savoir que la résidence a été construite avec certaines mesures de protection qui permettent, là, si on veut, là, la protection de la résidence. Donc, à ce moment-là, ces mesures-là permettent de contenir un peu l'effritement de la paroi. C'est quand même surprenant que les résidents aient décidé de rester. Ils ne sont pas inquiets? J'ai pu lui parler, il n'a pas voulu nous parler à la caméra, là, le propriétaire de la résidence, mais il faut comprendre que la maison, elle a été bâtie en 2015 avec, tous les risques qui étaient connus et c'était pris en compte. Là, vous pouvez voir le filet derrière moi qui a été utilisé notamment pour faire dévier les dégâts lorsqu'il y avait un éboulement. Et le mur de la maison arrière est fait en béton renforcé, le mur de soutien aussi afin de protéger le tout. Donc c'est vraiment une construction qui a été faite en fonction de ça. On a pu voir à quel point justement là, le talus rocher a été dévié. C'était fait en fonction et on a aussi parlé à un voisin qui vit ici depuis plusieurs années qui ne se voit pas plus inquiet malgré cet éboulement qui n'est pas quelque chose de commun, faut le dire. Non, moi, ça m'a pas inquiété. Comme je vous disais, ça fait une trentaine d'années qu'on reste ici, puis il n'y a jamais eu d'événement majeur. C'est une maison qui date de la fin des années 1800, puis avec le temps est encore là. De la manière que le cap est fait, le tuf est cordé dans un sens qu'il n'y a pratiquement pas de risque d'éboulis, à moins que tu creuses dans le cap. La Ville de Lévis a d'ailleurs envoyé une communication à 300 résidents du secteur pour leur demander d'envisager des mesures pour essayer de se protéger de possibles éboulements comme celui qu'on a vu ici. Merci, Félix. Au plaisir, Jean-Simon. Maintenant, on ne saura pas avant l'automne prochain où va être implantée la gare du train à grande vitesse à Québec. Mais on sait maintenant où est-ce qu'elle ne sera pas. La gare du Palais n'est plus dans les emplacements envisagés, selon le PDG d'Alto. Voici son entrevue avec Mathieu Boivin. On est dans l'Hôtel de Ville de Québec. Vous venez rencontrer le maire dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qui a discuté? Ça fait pas si longtemps que vous étiez à Québec. Qu'est-ce qui a bougé? On est à déterminer le tracé et l'emplacement de la gare. Donc, c'est une mise à niveau. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que les consultations publiques, dont celle de Québec, se sont terminées la semaine dernière. Ce qui est important là, pour la gare de Québec, c'est qu'est-ce qu'on peut se payer? Qu'est-ce qui est économique et faisable? Où elle va être située, ça va permettre une plus grande utilisation possible. Ensuite, comment on va faire pour minimiser les impacts sur la construction? Puis, il faut qu'on respecte notre heure et demie entre Montréal et Toronto. Fait que l'emplacement de la gare, il faut que ça respecte ces 4 critères-là. Est-ce qu'ils sont de nature à disqualifier la gare du Palais, qui a une valeur historique à Québec, mais qui est peut-être pas, je vous pose la question, le meilleur emplacement? C'est une super belle gare. Hein? C'est le fun de se promener quand on arrive à la gare. C'est un bel endroit et tout. De façon bien transparente, là, elle n'est juste pas à la bonne place. Parce qu'elle est très, très, très à l'est et le développement de Québec se fait au centre et à l'ouest, premièrement. Deuxièmement, un TGV, ça a besoin de 500-600 mètres de gare parce qu'on va arriver avec 1 et 2 trains, puis c'est une gare en cul-de-sac. Donc, il faudrait empiéter de façon très importante sur le CN, défaire ce coin-là et peut-être même affecter la gare de triage du CN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire affecter de façon importante les activités de manutention du port de Québec
très, très mauvaise idée, encore plus dans un contexte d'expansion du port de Québec. Donc, la gare du Palais, c'est pas l'endroit qui va être privilégié. Je pense me souvenir qu'on parlait du secteur Saint-Sacrement. Il y a aussi le secteur Legendre qui a sa qualité d'être près de l'aéroport Jean-Lesage et du tramway. Oui. Honnêtement, est-ce que c'est à peu près certain que c'est là que ça se retrouve? Non, c'est pas absolument certain. C'est vrai que dans les consultations, la zone ouest est ressortie comme étant « Hey, avez-vous vraiment pensé à ça? » Beaucoup d'observations, puis ça a ouvert les yeux. Fait que clairement, la zone ouest qu'on appelle Legendre est considérée. Centre-ville, j'ai de la difficulté à délimiter précisément le centre-ville de Québec, mais plus au centre. Et il reste des options côté est, nord, qu'on va conserver encore. Donc, on a encore 3 zones potentielles. J'ai besoin de quelques semaines, quelques mois pour finaliser le travail. Mais je vous promets, à l'automne, on va vous annoncer l'endroit précis de la gare de Québec. Et on va aussi être capable de dire assez précisément le tracé pour venir à Québec. Avant de faire l'acquisition de 60 mètres, parce que c'est juste ça qu'on va acquérir. 60 Mais à ce mètres. moment-là, vous allez faire peur à des gens qui vont savoir que c'est chez eux que ça s'en vient et qui ont peur aux expropriations. Oui. L'une des choses que l'on a fait aujourd'hui, c'est de rendre public nos engagements avec le monde agricole. On a publié 5 engagements sur comment on va déterminer le tracé, les compensations à perpétuité là, sur la valeur du terrain, la perte de récolte, les chemins qu'on va mettre en place, les fiducies qu'on veut créer pour la promotion de la jeunesse agricole. Pour les propriétaires fonciers concernés, ça veut dire quoi? Des dizaines, des centaines de milliers de dollars? Il faut que la compensation soit juste. Vous savez, c'est pas ça qui achète la paix à une personne qui va recevoir la compensation, mais c'est le minimum qu'on peut faire, avoir un traitement humain et une compensation qui est juste et raisonnable. Je vous laisse au bon soin du maire Marchand. Merci. Ça va être une rencontre agréable, je suis certain. Au plaisir, Merci. monsieur. Au revoir. Le salaire minimum va passer à 16,60 $ de l'heure dès demain. Ça reste quand même très loin du revenu nécessaire pour vivre dignement au Québec, d'après l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Quel est donc le revenu viable qui permet de sortir réellement de la pauvreté? Voici les explications de Lila Mouche. Tout coûte plus cher, mais personne n'arrive à bout. Je suis à 17 et quelques, donc proche du salaire minimum. Tout augmente, tout est très cher. Pour sortir de la pauvreté à Montréal, il faudrait gagner 41 585 $ pour une personne. Et pour une famille de 4 personnes, il faudrait gagner 89 000 $. C'est ce que calcule l'IRIS dans son rapport sur le revenu viable. Mais c'est quoi ça, le revenu viable? Le revenu viable, c'est un calcul qu'on fait à l'IRIS depuis 2015 et c'est vraiment, ça doit être pris en considération comme un indicateur. Donc, c'est un indicateur qui permet de déterminer à quel moment les gens ont assez d'argent pour répondre à leurs besoins en étant à l'extérieur de la pauvreté. Donc, c'est un revenu qui permet un style de vie décent, mais modeste. On n'est pas encore à la classe moyenne, mais c'est l'argent nécessaire pour répondre à ses besoins de consommation et de services. Donc, c'est assimilable à peu près à un revenu après impôt parce que c'est vraiment l'argent nécessaire pour faire ses dépenses. Ouais. On fait le calcul pour 3 types de ménages, donc les personnes seules, les familles monoparentales avec un enfant et les familles de 2 adultes et 2 enfants d'âge préscolaire. C'est à Montréal que ça coûte le plus cher sortir de la pauvreté pour une famille de 2 adultes et 2 enfants. C'est à cette île que c'est le plus cher pour une personne et historiquement, cette île est toujours la ville la plus chère. Trois-Rivières, c'est un des endroits où les appartements sont le moins chers. Donc, si on s'attaquait à la source du problème, on réduirait la pression sur les dépenses, pas seulement pour les populations qui sont autour de la pauvreté, mais pour l'ensemble de la population. Le calcul de l'IRIS tient compte des dépenses essentielles, mais il comprend aussi les vacances, les sorties culturelles, les imprévus, mais aussi l'éducation des enfants. En dessous de 30 $ de l'heure, je vois difficilement comment on peut survivre à Montréal. Je pense qu'il faudrait prendre plus, like many roommates. 16,60, c'est sûrement trop peu pour vivre dans une ville comme Montréal, effectivement. Donc 30, oui, mais si c'est pour payer le latte 20 pièces, j'ai pas la solution. Je peux voir dans mon fils qui travaille, son économie, il lui paye 18,50 $. C'est comme, on n'est pas dans les années anciennes. Là, il faut qu'on avance. On est en 2026. L'écart entre le revenu viable pour sortir de la pauvreté et le salaire minimum représente 13,50 $ et c'est une différence considérable. Quand je regarde les données concernant ce revenu viable-là, ma sensibilité, elle va beaucoup pour les personnes qui sont aînées, les 65 ans et plus. Justement, la semaine dernière, il y a un sondage léger qui est sorti qui indiquait que 32,5 % des 65 ans et plus gagnaient 25 000 $ et moins. D'autres études nous démontrent que la plupart des emplois plus précaires ou à faible revenu sont occupés par les femmes. 60 % de ces emplois-là sont occupés par les femmes. Les problèmes soulevés par le rapport et par beaucoup d'organismes, c'est toujours et encore la flambée des prix du logement, de l'alimentation, mais aussi des transports en commun. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut agir pour baisser la pression des dépenses. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.
Le Festival d'été de Québec a enfin présenté sa tête d'affiche pour le 11 juillet. Ça va être Louis Fonzi qui va être en charge de faire danser les Plaines d'Abraham le premier samedi du festival. Le nom vous dit probablement quelque chose parce qu'il devait donner un spectacle en 2022, sauf que le spectacle avait été annulé à cause de la pluie et du mauvais temps. Ça va être une soirée 100% musique latino. Les 3 premières parties vont être assurées par Aria Vega, Cosito et Friquiton. Québec solidaire demande qu'un nouveau financement fédéral pour le port de Québec soit conditionnel à une étude environnementale indépendante du projet de terminal de conteneurs. Le député Sol Zanetti déplore qu'Ottawa ait inscrit 23 millions de dollars dans la mise à jour économique d'hier pour payer les agents et l'équipement de l'Agence des services frontaliers. Selon le co-porte-parole solidaire, c'est une injure au combat mené depuis des années pour la qualité de l'air dans le quartier Limoilou que de faire un chèque en blanc au projet de l'entreprise QSL. À la suite des compressions budgétaires, le ministère de l'Environnement du Québec a été obligé de réduire le suivi de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, des rivières. Sur les 224 stations d'échantillons qu'il y avait sur le réseau rivière, il n'en reste que 81 encore actives. Voici le reportage de Maxime Dany. À la suite des compressions budgétaires, le ministère de l'Environnement du Québec a été obligé de réduire le suivi de la qualité de l'eau des rivières. Sur les 224 stations d'échantillons qu'il y avait sur le réseau rivière, il n'en reste que 81 encore actives. Tu sais, il y a 4000 rivières au Québec. Là. Fait que là, on en a 224 qu'on surveille. Fait qu'on n'est pas en train de surveiller déjà l'ensemble du réseau. Fait que là, ce qu'on dit, c'est qu'on va passer de 224 puis il va nous en rester à peu près une centaine. C'est complètement farfelu. Là, on va perdre la connaissance sur des rivières, sur des ruisseaux, qu'on surveille depuis de nombreuses années. Concrètement, pour les gens, c'est préoccupant parce qu'on parle de la qualité des rivières dans lesquelles on se baigne l'été, on parle des sources d'eau potable qu'on boit, c'est la qualité et la santé des milieux naturels qu'on fréquente maintenant et plus tard. Les chercheurs ont besoin de ça pour faire des évaluations et des suivis. Là, on se prive En fait, on vient de réduire du 2/3. Là. Il nous en reste à peu près le tiers. Fait qu'il va nous rester juste quelques rivières avec quelques échantillons. On va être complètement aveugle sur le territoire. C'est catastrophique. Eux, ils vont faire des choix en fonction peut-être des priorités, les cours d'eau qui sont les plus problématiques, les plus sensibles, les plus urgents à surveiller. C'est un calcul très cohérent. Par contre, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on maintienne le suivi sur les autres rivières parce que, oui, il y a des facteurs naturels qui affectent les rivières au quotidien, mais en faisant ce suivi-là, ce monitoring dans le temps, ça nous permet de prévenir et de voir arriver des situations. Et ce n'est pas tout. Le programme Environnement Plage, qui était utilisé par plus de 150 plages au Québec, sera également aboli. Le suivi sur l'état de l'eau sera maintenant une responsabilité des exploitants de plage. Au lieu de couper, on aurait peut-être pu se poser la question, est-ce qu'on peut le faire autrement? Ce qui était coûteux, c'est que c'est le ministère de l'Environnement qui allait faire lui-même les prélèvements sur le terrain. Il aurait pu sous-traiter ça avec les organismes de bassin versant. Moi-même, j'appréciais de savoir que je pouvais me fier sur des données de qualité de l'eau pour aller me baigner durant l'été. Malgré que la situation n'est pas parfaite, l'état des plans d'eau n'est pas inquiétant pour la Fondation Rivière. Ça va très mal dans le monde agricole, ça va mieux dans le monde plus proche du municipal, puis dans les rivières éloignées, ça va assez bien quand même. Tu sais, je pense qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir remettre l'environnement et les suivis environnementaux, dans ce cas-ci, les suivis de la qualité de l'eau sur les rails. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou encore si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous pouvez m'écrire directement à js.buis@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info, question de voir ou revoir tous nos reportages et nos entrevues. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire
recevoir les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?